Périlleux parce que moi j'ai l'habitude de jouer avec mes lunettes et donc il risque d'y avoir quelques collisions. Veuillez m'excuser par avance. Je voudrais d'abord, avec grand plaisir, remercier Mounia et tous les organisateurs et vous remercier, vous aussi, d'être ici. Et puis j'ajouterai une troisième chose, je suis très heureux d'être en aussi bonne compagnie avec mes collègues et amis Kilani et Choubaki, que je connais depuis longtemps. On s'est connus à Tunis, et on s'est connus à Aix, je crois. Voilà, exactement. Et en Égypte aussi. Voilà. Alors, lendemain de révolution, je ne vais pas rentrer dans la discussion révolution par révolution, je vais revenir ensuite, mais sous un autre angle. Je vais parler des transitions tunisiennes. Je vais parler des transitions tunisiennes. Lorsque je parle de transition, je me réfère à un changement d'état au pluriel, un changement de situation dominé par l'incertitude. Lorsque je parle ici de transition, je me réfère à des processus où tout se joue et où rien n'est joué. Comme vous le savez, Lénine, Filleul et Trotsky parlent de l'entre-deux. Gramsci, lui, parlait du flottement entre l'ancien et le nouveau. Et moi, je vais bâtir mon intervention, ma maigre intervention, et je vais être obligé sans doute d'arbitrer en cours de route, suivant trois paliers, trois coupes qui traitent des mêmes choses sous des angles différents et qui sont des distinctions analytiques dont je suis conscient du caractère arbitraire et poreux. Je parlerai d'abord de la transition émotionnelle, non sans signaler que j'emprunte cette expression à notre collègue Kmar Bendana. Je parlerai ensuite de la transition politique, la transition de l'ordre politique. Et enfin, je parlerai de la transition constitutionnelle. Quand je dis parler, je veux dire que je vais parler vite. La transition émotionnelle. On peut dire que correspond à un moment cathartique. Et ce, dans le double sens du terme, deux sens qui généralement sont très distincts, mais qui, en l'occurrence, ont tendance à se recouper. Je dirais, de façon un peu prétentieuse, un sens freudien, c'est-à-dire la réaction au traumatisme. La réaction au traumatisme des années Ben Ali, traumatisme de l'humiliation et du traumatisme de la peur. Et cette réaction au traumatisme s'opère en libérant l'affect par le langage, par le verbe. Les psychanalystes vous diront qu'il s'agit d'une abréaction, traduisons, une libération émotionnelle. De manière tout autant prétentieuse, le deuxième sens aurait un sens gramscien, c'est-à-dire le passage de la nécessité à la liberté, le passage de la passivité à l'initiative pour un autre ordre politique, un nouvel ordre politique. Et je crois que ces deux dimensions sont étroitement liées dans le cas d'espèce. Ce moment cathartique, c'est la révolution entre guillemets. Quand je dis la révolution entre guillemets, c'est parce que ce sont des acteurs et des spectateurs qui la qualifient comme telle. Ce moment cathartique, c'est celui de la révolution comme idiome, la révolution comme opérateur identitaire et la révolution comme dramaturgie du politique. La révolution comme idiome, j'en ai fait l'expérience directe. J'ai eu la grande joie et j'ai tout fait pour de revenir en Tunisie début février. Et la révolution comme idiome m'a sauté à la figure. Elle m'a sauté à la figure au sens où je débarque de l'avion et révolution,
Oui, oui, peut-être, mais révolution, attention, un mot qu'on utilise. Et là, j'ai bien compris que si je voulais encore pouvoir dialoguer et être reçu comme je le suis d'habitude, c'est-à-dire amicalement, il fallait bien que j'assume cette contrainte argumentative. Oui, là, nous avons affaire à l'effet Kant. L'effet Kant, c'est-à-dire l'enthousiasme. Vous savez que Kant, lorsqu'il parlait de la Révolution française, il disait que ce qui importe, c'est encore moins les événements que leur perception par les spectateurs, le jugement des spectateurs, l'enthousiasme des spectateurs. La plupart d'entre nous ici, nous sommes des spectateurs. Mais je dirais que les premiers spectateurs, et n'allez pas l'interpréter comme étant une attitude polémique de ma part, mais les premiers spectateurs, ce sont les intellectuels tunisiens. Les intellectuels tunisiens n'ont pas fait la révolution, mais par leur enthousiasme, ils l'ont qualifié, ils l'ont labellisé, ils l'ont transformé en un idiome. Et la révolution, maintenant, est une contrainte argumentative, un principe de justification, une contrainte argumentative qui est, je dirais, générale, qui est commune. Je disais que la révolution apparaît également comme un opérateur identitaire. Et là, je vais, comment dirais-je, emprunter à ma manière la trace esquissée tout à l'heure par Mondher-Kilani. C'est-à-dire que dans la Révolution, il y a de la sacralité. Il y a la sacralité parce que la Révolution, elle tient du miracle. Elle tient du miracle parce qu'elle survient contre toute attente, mais également parce qu'elle revêt un caractère extraordinaire. Elle tient en quelque sorte, comme j'ai pu le lire dans un article, elle tient, entre guillemets, de la main invisible. Le sacrifice, l'immolation de Bouazizi, comme on l'a dit, ce n'était pas la première. Et 6 mois avant ou 5 mois avant, à Monastir, il y avait eu une immolation dans des conditions analogues, le même type de statut social, la même situation. Là, le martyr, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais il est qualifié de martyr maintenant. Le martyr Bouazizi revêt une dimension thaumaturge. Je vous cite un extrait d'un texte d'une personne qui s'appelle Fatma Zarou, qui est une journaliste. 3 lignes. Elle s'adresse à la mémoire de Bouazizi. Elle lui dit « En t'immolant par le feu, cher Sidi Bouazizi », elle lui dit Sidi Bouazizi, et elle écrit de Sidi Bou Saïd. Hein. Bon. Elle le met dans son texte, hein. Sidi Bou Saïd, le. En t'immolant par le feu, cher Sidi Bouazizi, il y a de la sainteté. Tu as non seulement embrasé toute une nation, mais tu l'as également purifiée de ses fautes. Car a-t-on besoin de rappeler que plusieurs parmi ses membres avaient pactisé avec le diable. Il y a le martyr par le feu, et bon, j'enfonce une porte ouverte, c'est du café du commerce, vous me direz, peu importe, c'est également le feu de la purification. Et tout à l'heure, on parlait de religieux. Moi, je considère qu'il y a là, d'un point de vue anthropologique, du religieux. Ce qui est en jeu ici, c'est pas l'islam, non, c'est la mise en scène de la fondation. C'est la mise en scène de la fondation, et c'est dans ce sens qu'il y a du religieux. Et j'ajoute que, et là encore, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure à propos du sacrifice, la mise au banc de celui qui est appelé le tyran. Pour moi, c'est un satrape, hein, Ben Ali. Ce n'est pas un tyran, c'est un satrape. Mais la mise au banc du tyran, c'est un cas de figure du sacré. Car en fait, nous avons ici affaire au leader bouc émissaire. Il remplit
Ben Ali, il remplit, lorsqu'il est banni, lorsqu'il est mis au banc, il remplit une fonction identitaire de groupe. C'est sans doute la première et la dernière fois qu'il a rempli une fonction charismatique. Hein? Une fonction identitaire de groupe. Son exclusion de la cité assure le fondement du nous. Il y a de l'exorcisme dans ce moment historique. Et là, un journaliste tunisien avec beaucoup d'humour a intitulé un de ses articles « Exorcisum despotum ben alum ». Je disais qu'il y avait là, donc, un fondement au nous. Alors ce nous, c'est le nous de la dignité retrouvée, c'est le nous de l'estime de soi. Je vous disais, je suis allé début février en Tunisie, les gens étaient souriants, ils étaient fiers. Et avec mon ami Vincent Gesser, on était avenue Bourguiba, on regardait les graffitis. Lui, il les photographiait, et les gens passaient, ils nous regardaient en souriant, et fiers que nous soyons là devant ça. Mais ce nous, vous voyez, je vous ai dit qu'il risquait d'avoir des collisions. Ce nous a des déclinaisons multiples. On l'a évoqué plusieurs fois. Il y a les nous différentiels des générations. Il y a les nous différentiels des générations. Et il y a derrière cela cette idée, les jeunes ont osé ce que les aînés n'envisageaient pas. Il y a là un élément très important qui ressort souvent. Il y a aussi le nous de l'ethnos. Il y a le nous de l'ethnos avec le débat, les divisions sur l'identité arabo-musulmane et la laïcité. Il y a des manifestations pro-laïcité, des contre-manifestations, et parfois cela se traduit par des affrontements sur l'affirmation de l'identité arabo-musulmane. Et puis il y a le nous des appartenances régionales et ethniques. Ce nous des appartenances régionales et ethniques, tout à l'heure, Ami n'a pas eu le temps d'y insister, mais ce qui est important, c'est que les gens de Sidi Bouzid, c'était pour les Tunisois, jusqu'à la fin décembre, des cutéreux. Et en fait, ils ont, par leur comportement, changé la perception, c'est-à-dire qu'ils sont venus à bout des préjugés qui redoublent les clivages sociaux. Eh bien, c'est nous, régionalistes et particularistes, tendent à revenir à la surface. La révolution, c'est nous. Et cela, vous le retrouvez dans des affrontements liés à la rareté des ressources. 3 exemples, je n'entre pas dans les détails. Tout récemment, bataille entre des marchands ambulants à Tunis. Les uns de Sidi Bouzid, les autres, disons, de Mélassine, enfin, un quartier de Tunis. Et ceux de Sidi Bouzid disant, mais c'est nous qui avons fait la révolution. Et c'est nous donc qui devons être là. Aksar El, c'est une cité sur le littoral, sur le Sahel, dans le Sahel tunisien. Il me reste combien de temps hein? Alors, il reste 15 minutes. 15 minutes. Bon. On va aller un peu plus vite. C'est une cité où les gens travaillent dans le textile. Et là, il y a eu des incidents violents parce que, alors j'étais pas à Aksar El, parce que ce que j'ai pu en lire, c'est parce qu'il y avait des ouvriers de ces usines venant majoritairement d'une fraction d'une autre région, les Ouled Ayar, et qui, paraît-il, prétendaient exiger le transfert des usines dans leur région. Vous avez également, il y a été fait allusion tout à l'heure, tous les incidents, les affrontements qui continuent dans le bassin minier, bassin minier, Gafsar, Hedeyef, etc., qui sont dans une large mesure perçus et mobilisés sur la base de référents d'appartenance. Oui, on appellerait ça tribaliste.